un tableau de Salvador Dali sur l'évangélisation de l'Amérique latine, etc., etc. Oui, parce que je ne parle jamais de Picasso ni de Guernica. Hein. Bon, je suis dans l'enseignement libre. Voilà. Mais je ne m'attendais pas à me retrouver au lycée Saint-Genès en formation avec obligation de participer à l'issue de cette formation à une conférence du grand imam de Bordeaux, Monsieur Tarek Oubrou. Voilà. Bien. Donc, faisant aussi partie du collectif Racine, qui lui aussi est un satellite du RBM, je me suis empressée d'écrire un article à ce sujet. Et je peux vous dire ce que j'ai entendu ce jour-là m'a laissé pantoise. Je ne conçois toujours pas que l'on puisse inviter un imam en formation. Enfin, c'était pas du tout le lieu ni l'endroit. Et ce qu'il nous a dit, effectivement, nous a laissé de marbre, puisque je crois même que dans l'assistance, quelqu'un a pris le micro pour dire, et pourquoi pas inviter aussi le responsable de Daesh. Ouais. Voilà. Alors, vous imaginez que moi, je n'ai pas pu le faire, parce qu'à l'époque, j'étais déjà conseillère municipale de Bègles. Je me suis d'ailleurs étonnée que dans les listings, personne ne se soit aperçu qu'il y ait pas dans les rangs déjà une conseillère municipale et sur les listes des régionales. Alors, j'ai pas dit grand-chose, j'ai rien dit du tout d'ailleurs, parce que j'étais pas encore conseillère régionale à l'époque. Mais bon, voilà, ce soir, je vous livre un petit peu la vérité de ce qui se passe ici. Nous avons également eu le droit, il me semble, à des cours de franc-maçonnerie. Donc oui, vraiment, la symbolique de l'œil, etc., etc. Alors, j'avais l'impression de revivre un conseil municipal béglais. Voilà. Bien. Donc, voilà, je vous ai fait un bref topo de ce que je peux découvrir et je terminerai sur la réforme du collège, qui est une aberration totale, je peux vous le dire parce que je la vis au quotidien. On fait étudier à des enfants de 5e l'espagnol, ce qui est totalement aberrant dans la mesure où ils n'ont pas déjà acquis les fondamentaux et surtout la langue française. Voilà. Donc merci de votre attention bravo. Et voilà. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition à la fin. Bravo. Je vais prendre le micro et essayer d'être bref après ce panorama qui vient de nous être présenté par notre ami, mon amie Nathalie Le Guen et par ailleurs collègue. Je suis conseiller régional ici en Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Je suis moi-même conseiller régional en Île-de-France. Donc nous parlons de choses que nous connaissons et pratiquons quotidiennement en exerçant nos mandats. Je voulais, sans revenir sur les propos que j'ai tenus tout à l'heure devant l'hôtel de ville de Talence, dire tout le bien et tout le plaisir qu'il vient d'être dans votre ville, Bordeaux aussi, à Talence, à Bègles, bref, cette région où nous essayons de mettre en avant les idées qui sont les nôtres et de défendre les combats qui sont les nôtres. Je crois important effectivement de garder à l'esprit qu'à Talence, comme la semaine dernière à Loussienne, puisque la semaine dernière j'étais à Loussienne dans les Yvelines pour essayer de mener le même combat, c'est-à-dire de dire qu'il est tout à fait intolérable, inacceptable, inimaginable que l'on puisse imposer aux populations locales l'implantation de camps de migrants sans la moindre concertation, sans la moindre volonté de dialogue. Le préfet décide d'autorité d'implanter un camp de migrants. Circuler, il n'y a rien à voir, cela est tout à fait intolérable pour deux raisons. On ne peut pas, sans concertation démocratique, décider de modifier les grands équilibres ethnico-culturels d'une commune, d'une région, d'un département. Ça suppose quand même un minimum de concertation. Et d'autre part, lorsque les populations locales entendent contester, s'indigner, prendre la parole pour dire au fond qu'elles ne sont pas d'accord à l'égard de cette politique, il est tout à fait intolérable, inacceptable de leur interdire la parole, comme malheureusement nous l'avons constaté aujourd'hui, puisque nous devions nous réunir sous les balcons du maire de Bordeaux, Alain Juppé. Le préfet nous a interdit
hier de tenir cette manifestation. Donc là, il y a un délit de démocratie, un délit de débat public qui est tout à fait intolérable. Donc cette double peine, évidemment, nous la contestons, nous la condamnons, et c'est pourquoi je suis ici pour le dire avec vous, en remerciant bien sûr toutes les personnes sans qui cette opération n'aurait pu se réaliser. J'en oublierai évidemment si je cite des noms, mais évidemment François G, qui a organisé avec Robert et son épouse Nathalie de cette manifestation, et tous les amis qui autour d'eux ont bien voulu coopérer pour la réussite de cette manifestation que je crois importante. On aurait pu imaginer qu'à l'issue de cette manifestation annulée par M. le Préfet devant la mairie de Bordeaux, on décide de baisser les bras et rentrer chacun dans nos pénales. Non, nous avons décidé de maintenir le combat et de le porter là où symboliquement il était le plus fort compte tenu de l'actualité, c'est ici à Talence, c'est-à-dire là où dans quelques jours 50 migrants, la pointe avancée de ce grand remplacement dans votre région, doit s'inscrire dans le paysage. Alors, politiquement, que vous dire? Je crois très fort, nous sommes tous les fils spirituels, ou les fils idéologiques, ou les fils politiques de Renaud Camus, et avant Renaud Camus, Jean Raspail, ces personnalités puissantes qui nous ont mis au fond devant cette réalité qui est la plus importante, le péril qui est le plus considérable auquel notre peuple, notre pays est amené à affronter, c'est ce phénomène de grand remplacement des populations, et derrière ce phénomène de grand remplacement, ce changement de civilisation qui s'opère, l'un n'allant pas sans l'autre. Nous sommes passés d'une immigration économique durant le XXe siècle, dans les années 60-70, à une immigration familiale, les années 70-80, puis il y a une immigration de peuplement, et maintenant nous avons une immigration de colonisation, avec des populations entières qui viennent dans nos pays. Le pays, parce que la France n'est pas simplement concernée, tous les pays du continent européen sont concernés par ce chaos migratoire, et ce ne sont plus des individus qui arrivent sur le territoire français et qui peuvent, grâce à leur effort personnel, grâce à leur volonté personnelle de s'assimiler, bien se fondre dans le creuset national. Ce sont des peuples entiers qui arrivent dans nos pays et qui, fatalement, ne peuvent s'intégrer puis s'assimiler à notre civilisation. On oublie souvent de dire qu'un immigrant, un migrant clandestin, ce n'est pas simplement un sujet abstrait, c'est un homme, une femme qui porte une civilisation, des coutumes, un art de vivre, une confession, qui, pris individuellement dans un quartier, dans un village, peut parfaitement s'évaporer, se dissoudre au fil des générations, mais lorsque, en proportion, ces populations sont importantes dans un village, dans les quartiers, dans les villes, ce phénomène d'assimilation ne peut pas techniquement s'opérer. Et c'est ce qui, malheureusement, se produit ces dernières décennies. Les populations entières s'installent dans nos quartiers, dans nos villages, et supplantent les populations qui s'y trouvent, et l'art de vivre et les coutumes qui sont celles des populations autochtones. Il y a évidemment quelque chose de très dangereux, puisque au-delà des transferts de population, nous avons des changements de civilisation, je l'ai dit tout à l'heure. Un individu porte en lui-même un art de vivre, des coutumes, et à l'échelle de populations entières, eh bien c'est des contre-civilisations, des contre-sociétés qui s'installent dans notre pays et qui bouleversent l'équilibre ethnico-culturel de notre beau pays, la France, et de façon générale de notre continent. Alors, je crois que c'est vraiment le combat numéro 1. La question identitaire, pour lâcher le mot, est véritablement le combat premier. Celui derrière lequel tous les autres apparaissent comme secondaires. Non pas parce qu'ils ne sont pas importants, la question du chômage évidemment est essentielle, la question de la précarité sociale est très importante, la question des services publics est importante également, aussi la question des équilibres des comptes sociaux est nécessaire, il faut rétablir le déficit, mais ce sont des questions techniques qui peuvent parfaitement être résolues pour peu qu'à la tête d'un État, nous puissions mettre un gouvernement gérant le pays en bon père de famille. Ce sont des problèmes qui peuvent avoir une solution technique assez rapidement. En revanche, la question identitaire, elle est centrale, essentielle. Si notre peuple disparaît, que derrière ce peuple, notre civilisation, eh bien, c'est irréversible. Donc on a bien compris que ce combat-là, il est essentiel. C'est pour ça que moi, je n'oppose pas le combat pour la défense de la souveraineté et le combat identitaire. Beaucoup de nos amis patriotes dans des partis avec lesquels d'ailleurs le siège que je préside collabore chaque jour au Front National, pour ne pas le nommer, mettent souvent en avant, et uniquement et exclusivement, le combat pour la souveraineté.
il faut rapatrier à Paris les instruments de souveraineté qui nous ont échappé. Le contrôle des frontières, le rétablissement de la monnaie nationale, la nécessité de maîtriser nos lois et de maîtriser notre jurisprudence, la nécessité de maîtriser notre outil de défense nationale qui nous a échappé au profit de l'OTAN. Ce sont des combats essentiels, évidemment. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Mais à quoi sert-il, je le dis assez souvent auprès de mes amis quand je prends la parole ici ou là, à quoi sert-il de rapatrier à Paris ces instruments de souveraineté que nous avons perdus depuis 30 ans si dans le même temps notre peuple disparaît et si notre civilisation s'évapore? L'identité sans la souveraineté n'a aucun sens et l'identité sans la souveraineté, pas davantage. Donc ce sont les mêmes combats que nous devons mener de front, sauf à envisager d'accomplir un combat pour la souveraineté, mais une souveraineté qui serait hémiplégique, c'est-à-dire partielle. Donc n'oublions jamais que le combat que nous menons pour défendre l'identité de la France, c'est aussi un combat complémentaire à celui que nous devons mener pour rapatrier en France les instruments de souveraineté. Alors, que faire quand on dit cela pour essayer d'enrayer ce phénomène de changement de peuple et de modification des grands équilibres ethnico-culturels? Alors, je pense que la première nécessité, la première obligation, c'est d'arrêter, évidemment, l'immigration, sous toutes ses formes. Et ce que Jean-Marie Le Pen, il y a quelques années, appelait aussi les pompes aspirantes, toutes ces prestations sociales, qui sont évidemment autant de facteurs d'attraction, d'attractivité, de tous ces partenariats qui ne restent que d'une chose, c'est d'atteindre la France et l'Europe, car pour eux, ce sont autant d'Eldorado. Il faut casser ces pompes aspirantes et casser cette capacité d'attractivité vers la France. Donc, arrêter, une bonne fois pour toutes et définitivement, évidemment, l'immigration sous toutes ses formes, y compris en se mettant à dos les institutions de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Vous savez que nous avons un certain nombre de traités qui nous enchaînent et qui nous empêchent de maîtriser nos frontières. Donc c'est pour cela qu'on doit revenir aussi à la question de la souveraineté. Une fois qu'on a maîtrisé nos flux migratoires, quand je dis maîtriser, interrompus, je crois qu'il faut passer par le cadre de la remigration. Il faut que les populations qui refusent de s'intégrer et de s'assimiler à notre modèle de civilisation, un modèle qu'il nous faut aussi définir, parce que notre modèle de civilisation, on le connaît tous ici dans cette salle, parce que nous sommes tous amoureux de cette France charnelle, et nous connaissons parfaitement ce que doit être à nos yeux la France, mais beaucoup de nos compatriotes ne connaissent pas, ou ont oublié ce que doit être la France. Il y a peut-être donc un travail d'introspection collective à réaliser, pour que nous puissions ensemble définir ce que doit être la France, cette France que nous aimons, cette France charnelle que nous devons rétablir. Et c'est ce modèle-là que nous devons présenter à nos compatriotes de confession musulmane ou aux ressortissants étrangers de confession musulmane, en leur disant, voilà, c'est le modèle qui est le nôtre, il n'est pas négociable, c'est à prendre ou à laisser. Vous l'acceptez, eh bien vous pouvez espérer rester dans ce pays et vivre paisiblement. Vous le refusez, eh bien la porte vous est grande ouverte. Ça s'appelle la remigration culturelle. Et je crois qu'il faut s'attacher évidemment à cette politique-là qui me paraît tout à fait importante. Alors ça supposera évidemment de combattre à l'intérieur des populations qui sont réfractaires à cette politique-là, mais aussi aux politiques, au pouvoir collaborationniste, parce qu'il y a aussi, quand on entre en résistance et quand on prend le maquis, comme nous le faisons tous ici collectivement, vous avez des personnes et des personnalités qui, elles, ne veulent pas coopérer à cette politique. Et bien, ce sont des collaborateurs, comme en 39-45. Et on peut citer parmi ces collaborateurs Alain Juppé. Alain Juppé, le maire de Bordeaux, évidemment, me paraît être tout à fait exemplaire de cette volonté, au fond, de laisser s'épanouir sur le territoire français, sur l'Europe et dans l'Europe, ce phénomène de grand remplacement. Il a été quand même un des plus mauvais ministres des Affaires étrangères que la France a connu. Je vous rappelle quand même que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est quand même le ministre des Affaires étrangères qui a poussé à la déstabilisation de Kadhafi et qui a donc créé le chaos qui se trouve actuellement en Libye. Et derrière ce chaos institutionnel, le chaos migratoire. C'est lui qui a tenté aussi de déstabiliser avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, la Syrie, qui connaît depuis maintenant 5 ans la guerre civile que nous mesurons chaque jour, dont nous mesurons chaque jour les dangers et les conséquences gravissimes. Donc, ce maire de Bordeaux qui se drape sous les habits de l'homme d'État
qui prétend être président de la République en 2007, c'est celui qui a complètement dévoyé notre politique étrangère, notre politique diplomatique d'équilibre. C'est un homme extrêmement dangereux. Il est aussi dangereux parce que c'est un homme qui cherche les accommodements. Vous voyez, cette politique des accommodements, pratiquée très largement au Canada. On sait qu'il a passé quelque temps, lorsqu'il a été condamné, je crois que pour prendre quelques reculs, il est parti au Québec enseigner. Peut-être a-t-il été effectivement touché par le virus de la politique de l'accommodement, parce qu'il souhaite importer cette politique des accommodements raisonnables. C'est-à-dire tenter de trouver avec la communauté musulmane, pour peu qu'il y ait un partenariat avec qui, comment, sur quelle base, on l'ignore, eh bien les bases d'un accord possible avec cette communauté-là, que je crois parfaitement irréalisable, car il n'y a pas de partenariat possible avec une communauté qui n'a pas de représentants et qui se fonde de toute façon sur une idéologie, car la confession musulmane n'est pas qu'une religion, c'est un système politiquement religieux qui ne me paraît absolument pas négociable. Donc nous avons un homme d'État qui se dit comme tel, qui risque d'être demain d'être président de la République, qui est extrêmement dangereux, à mon sens, et qu'il faut évidemment combattre, bien sûr à Bordeaux, mais demain à l'occasion des élections présidentielles. Voilà ce que je voulais vous dire ici, dans votre commune, et aussi vous rappeler que le combat que le ciel mène n'est pas que local. Moi, j'essaye de me déplacer très fréquemment en province pour porter cette voix que je vous présente ce soir, et je suis prêt, là encore, comme Nathalie tout à l'heure, prêt à répondre à vos questions, mais je vous donnerai rendez-vous, si vous êtes disponible et si vous êtes d'accord, le 5 novembre prochain à Paris. Car le ciel a décidé, dans quelques semaines, c'est une initiative que nous avons décidée depuis peu de temps, je le dis en me tournant auprès de Christine et Pierre qui ne sont pas au courant de cette initiative, mais elle m'a germé au fond de mon cerveau quand j'ai pris le TGV tout à l'heure entre la gare Montparnasse et Paris. Il me semble important d'entendre cette colère qui gronde partout en France. Moi je la sens, hein. J'étais à Louvciennes la semaine dernière, je suis aujourd'hui dans le Bordelais, j'étais il y a 15 jours à Lyon, enfin je voyage beaucoup et je sens une colère profonde. Une colère contre cette politique de peuplement que nous impose le gouvernement Valls, qui se traduit par cette implantation forcée et autoritaire sans concertation de camps de migrants. Et je crois que ce vent-là, il faut l'entendre, il faut le sentir, et il faut le prendre à bras le corps, et je dirais servir de caisse de résonance. Et donc j'espère que le 5 novembre, nous allons évidemment communiquer et médiatiser largement sur cette manifestation, qu'il y aura beaucoup de nos compatriotes, des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de Français présents à Paris. Paris parce que c'est évidemment très central hein, pour notre pays. Nous essaierons plus tard de décentraliser notre initiative, mais là je pense qu'il faut être au cœur du problème à Paris et dire non à cette politique autoritaire. Nous sommes tout à fait en désaccord avec cette politique migratoire. Donc non à la politique migratoire du gouvernement Valls, non à la confiscation de la parole du peuple. Le peuple doit avoir le dernier mot. Et par conséquent, je vous donne à tous rendez-vous le 5 novembre prochain, c'est un samedi après-midi, à Paris. Je vous remercie.